Ni brisé, ni feuilleté. Dis-lui qu'il y a du jambon et du lard fumé. Je l'ai truffé de petites dés de jambon et de... Lard fumé. Et de lard fumé. C'est tellement meilleur quand le lard est fumé. Et puis c'est pas tout, il y a des œufs, de la crème fraîche, les manteaux. La tartelière, la meilleure preuve d'amour. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal. 42e jour de guerre dans le Golfe. L'image symbole, c'est bien évidemment la libération de Koweït City. Les Américains ont laissé les troupes koweïtiennes entrer les premières dans leur capitale. Après 7 mois d'occupation, on a assisté aujourd'hui à des scènes de liesse populaire. Mais la ville ressemble, vous le verrez tout à l'heure, à un véritable champ de ruines privé d'eau, d'électricité. Si l'on en croit les premières estimations, la moitié des habitants ont fui la capitale koweïtienne depuis quelques mois. Et pendant ce temps-là, les opérations militaires se poursuivent. Apparemment, le piège se referme sur la garde présidentielle chère à Saddam Hussein. L'objectif des Alliés étant de couper la retraite des troupes irakiennes vers Bagdad. 50% des chars irakiens auraient été détruits, peut-être plus. En Irak, 2 soldats français ont été tués. 25 autres ont été blessés lors du déminage d'un fort. L'actualité aujourd'hui, c'est encore 3 déclarations importantes. À Washington, George Bush affirme que la libération du Koweït est presque terminée. C'est semble-t-il une question d'heure. À Paris, François Mitterrand rappelle avec force qu'il n'est pas question pour la France d'aller jusqu'à Bagdad. Enfin, New York, l'ambassadeur irakien à l'ONU provoque un nouveau coup de théâtre en annonçant que l'Irak accepte les 12 résolutions du Conseil de sécurité. L'Irak accepte en catastrophe, mais à condition que l'ONU décrète un cessez-le-feu. À Washington, comme partout, on reste très prudent avant de réagir. Nous ferons un tour complet des capitales en direct dans quelques instants. Avant cela, revenons tout de suite sur l'image symbole de ce 42e jour de guerre, direction Koweït City. La capitale koweïtienne est libre depuis quelques heures, malgré les avertissements de la radio qui mettent en garde contre la présence de mines et autres explosifs dans les rues de la ville. La population est descendue dans la rue aujourd'hui pour exprimer sa joie et surtout son émotion. Michel Monpontet. 219 jours durant, un drapeau piétiné, un hymne effacé et un peuple écrasé. Mercredi 27 février 1991, 10h36, 4 couleurs dans le cœur de Koweït City, mieux qu'une libération, une délivrance. Première prière à la maison. Ils sont koweïtiens et soldats. Pour eux, Allah est le plus grand puisqu'ils sont là. Allah a répondu à 7 mois de prière. Koweït City est libérée. Allah est infiniment juste puisqu'on leur a rendu ce qu'on leur avait volé. Même au milieu des ruines, il y a d'abord la joie. Après avoir vécu caché, humilié, comme un immense soulagement. Durant 7 mois, cette ville était une ville noire, nous dit cet homme. Nous étions tous cachés dans nos maisons. Rares étaient ceux qui osaient sortir, seulement pour chercher de la nourriture. On restait à la maison, un point c'est tout. La peur d'être pris en otage ou d'être tué. Sur le bord de mer, on vient voir, comme pour y croire davantage, voir qu'ils sont bien partis. Les Irakiens ont fui en laissant derrière eux leurs armes, leurs cartes, leurs refuges et leurs vêtements. Mais ils laissent aussi derrière eux une ville détruite et défigurée. Trace de 7 mois d'occupation, sans électricité, sans eau. Cette ville, bien sûr, se reconstruira. On effacera le désastre. Mais c'est dans la tête de tous les Koweïtis que certains souvenirs seront longs, très longs,
à effacer. Ils nous ont donné des coups, ils nous ont brûlés avec des cigarettes allumées sur le corps, ils nous ont torturés à l'électricité avec des fers qu'ils nous posaient dessus, ils nous ont tout fait, tout. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu fuir, les Irakiens, ont les mains liées et la haine de tout un peuple sur leurs épaules. Le drapeau américain flotte lui à nouveau sur l'ambassade. À Koweït City, George Bush Akbar, George Bush est le plus grand. Apparemment, le gouvernement koweïtien qui est en exil, vous le savez, en Arabie Saoudite, regagnera la capitale dans quelques jours. De son côté, la France a immédiatement nommé un ambassadeur au Koweït. Le Conseil des ministres a nommé M. Jean Bressot, qui était jusqu'à présent ambassadeur itinérant. Sur le terrain militaire maintenant, les armées alliées poursuivent l'encerclement et la destruction des forces irakiennes. Il s'agit avant tout de couper un éventuel repli vers Bagdad. Aujourd'hui, les troupes américaines ont engagé une bataille extrêmement difficile contre les chars de la garde présidentielle. Les combats se déroulent à l'ouest de Bassora. Laurent Boussier. C'est la plus importante des batailles terrestres de cette guerre, celle à laquelle les stratèges alliés s'étaient préparés, celle qui était nécessaire pour casser l'épine dorsale de l'armée irakienne. Cet après-midi, 250 chars américains, soutenus par de l'artillerie, ont livré bataille à environ 200 chars de la garde républicaine irakienne dans le sud de l'Irak, près de Bassora. Depuis hier, une grande partie de cette troupe d'élite était encerclée, prise en tenaille par les Alliés. Au sud et à l'ouest, des divisions arabes et américaines avançaient. Au nord, le 7e corps d'armée américain verrouillait le retour vers Bagdad, le long du fleuve Euphrate. Ce sont des éléments de ce 7e corps qui ont engagé la bataille cet après-midi. Le commandement irakien tente de sauver une partie de cette armée et 2 des 6 divisions de la garde ont tenté de faire retraite vers Bassora, tandis que les autres essayaient de retarder l'avancée des Américains. Une avancée qui semble quand même continuer. La nuit dernière, le 7e corps, encore lui, avait déjà vaincu une division mécanisée et fait plus de 10 000 prisonniers. Ce soir, sur 8 divisions de cette garde, seules 2 ou 3 sont encore en état de combattre. Les Français, eux, ne participent pas à cette bataille. Ils sont chargés beaucoup plus à l'ouest d'empêcher une contre-offensive des forces irakiennes. Il y a, nous le savons, une division à chacune de ces localités qui barre la route de Bagdad. Elle pourrait avoir la tentation de mener une manœuvre dans cette direction et nous faisons face avec les moyens de la division d'Aguet et nous y resterons face à ces directions. Alors bien sûr, nous sommes à 500 km du Koweït et de la garde. Nous ne participerons pas avec la division d'Aguet à la réduction de la garde. Les avions français Jaguar et Mirage F1, en revanche, eux, continuent à bombarder les unités de cette garde irakienne. Apparemment, les revers de l'Irak se sont accentués au cours des dernières 48 heures. Un porte-parole militaire saoudien affirme que les Alliés auraient fait entre 45 000 et 50 000 prisonniers. De sources américaines, on précise encore que 50% des chars irakiens auraient été détruits en l'espace de 3 jours. La bataille est d'autant plus difficile que des vents violents et de fortes pluies se sont abattus sur le désert. Chronique de guerre commentée par Valérie Fourniou et Nicolas Vinclair. Faire sortir l'ennemi de son trou. La position irakienne se révèle finalement abandonnée. Mais ses soldats restent méfiants. L'abri est détruit. Il n'y a que des papiers ici, mais il faut se méfier. Les boîtes peuvent cacher des grenades, ils attendent qu'on les soulève. Moi, j'ai trop vu ça lors de la dernière guerre. Derrière eux, ce qu'il reste, des chars détruits, des carcasses qui témoignent de la violence des combats. Près de la moitié des blindés et des chars de l'armée irakienne seraient aujourd'hui détruits. Selon le Pentagone, 26 des 42 divisions irakiennes auraient cessé le combat. Mais les Alliés avancent et combattent aujourd'hui dans la boue. Un mauvais temps qui rend plus difficile le repérage des objectifs et l'acheminement de la logistique vers le front. Pourquoi ils ne s'en vont pas, ces fichus nuages? Aujourd'hui, l'aviation alliée a maintenu la pression. Des bombardements intensifs ont eu lieu sur des villes du sud-est de l'Irak. Les Français ont effectué 3 raids sur les positions de la garde républicaine, comme les Américains qui, ici, tiennent leur comptabilité. Bagdad a été de nouveau bombardée la nuit dernière. La capitale manque d'eau potable. Conséquence, des cas de choléra sont signalés par le Croissant Rouge irakien. À l'arrière du front, l'acheminement des morts et des blessés alliés.
Depuis le début de l'offensive terrestre, 51 soldats dont une femme sont morts au combat. Une centaine ont été blessés. Parmi ces soldats acheminés vers les hôpitaux militaires, des soldats irakiens. On ne les considère pas comme des ennemis. Ce sont aussi des êtres humains. Ils sont venus ici faire leur travail, comme nous. Les prisonniers gênent la progression des Alliés. Les soldats irakiens se rendent en masse. Le chiffre de 40 000 est avancé. Les Alliés avouent même avoir du mal à les compter. Ces deux soldats irakiens ont quelques difficultés à trouver un geôlier. Personne ici ne trouvait le temps de s'occuper d'eux. Côté français, François Mitterrand a rappelé aujourd'hui qu'il n'était pas question d'aller jusqu'à Bagdad. Le champ de bataille reste circonscrit au Koweït et à la zone attenante, a-t-il dit, à savoir le sud de l'Irak. Forte de ce schéma, l'armée française a donc poursuivi sa percée. 150 km ont été parcourus en l'espace de 48 heures. Les troupes de l'opération Daguet ont atteint l'Euphrate aujourd'hui, mais elles n'ont pas rencontré, on le disait tout à l'heure, la garde présidentielle. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Patrice Pellet. Nous sommes ici au sud de l'Irak et par la porte ouverte du Puma de l'armée française, on voit très bien le fort d'As-Salam, un fort qui constituait jusqu'à il y a 48 heures le PC de la 45e division d'infanterie irakienne. C'est dans ce fort qu'un sergent et un caporal avaient décidé de procéder à une opération de déminage. Piège ou mauvaise manipulation, l'engin va exploser. Quelle que soit la vigilance, quelles que soient les qualités extraordinaires des combattants, vous avez toujours les aléas du combat. Ensuite, lors des opérations en vue de porter secours aux deux hommes, une autre mine va se déclencher. 25 blessés parmi les soldats, dont un très gravement. À plus de 150 km en territoire irakien, la division Daguet, pour la première fois, a payé très cher sa participation à l'opération Tempête du désert. Les premières victimes françaises de la guerre du Golfe appartiennent donc aux CRAP, traduisez commandos de recherche et d'action dans la profondeur. L'existence de ces commandos est très rarement évoquée car leurs missions sont classées top secret. Voici tout de suite quelques images pour mieux comprendre. L'entraînement que vous allez voir a été filmé au Gabon. Commentaire Pascal Golomer. On leur confie les missions les plus secrètes. Ils sont souvent les premiers envoyés sur le champ de bataille pour affronter le feu de l'ennemi. Les CRAP, commandos de recherche et d'action dans la profondeur. Ils sont 150 en France et agissent par petits groupes. Les voici à l'entraînement il y a quelques mois au cœur de la forêt gabonaise. Ils sont disséminés dans les différents régiments de la 11e division de parachutistes et peuvent à tout moment être mobilisés pour une action. L'équipe est composée de 12 membres. Chacun a sa spécialité, franchissement, transmission, photo ou explosif. Tous sont capables de survivre dans n'importe quelle condition, sur n'importe quel terrain, et parlent plusieurs langues, anglaises et arabes, le plus souvent. Parmi leurs principales missions, obtenir des renseignements sur le territoire ennemi, mener des opérations commando sur des objectifs précis, préparer le terrain aux unités de combat qui vont suivre. À Beyrouth, au Liban, les chuteurs opérationnels ont eu beaucoup de travail dans le domaine de la protection des personnalités, dans le domaine du renseignement également. On travaille sur une mission qui est bien établie au départ, sur des renseignements qui sont bien précis. On sait que tel jour, à tel endroit, à telle heure, il y aura telle chose qu'il faut détruire. Voilà. Ici, vous avez le bivouac commandement, hein, c'est la côte 39. Ou alors la plage ici, hein, le nord. Mission voilà, secrète, mission très risquée aussi. Pour preuve, 3 de ces hommes avaient été capturés par l'armée irakienne au mois de novembre dernier. Pour les CRAP, la phase terrestre de la guerre du Golfe a commencé bien avant, le dimanche 24 février. Bon, il y a un lion marqué. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, l'ONU, à nouveau sous le feu des projecteurs. Hier soir, le Conseil de sécurité suspendait ses consultations en estimant qu'il ne pouvait pas y avoir de cessez-le-feu tant que l'Irak n'acceptait pas les 12 résolutions prises à son encontre. Aujourd'hui,
Nouveau coup de théâtre. Face à l'avancée foudroyante des Alliés, l'Irak accepte en catastrophe toutes les résolutions de l'ONU à condition qu'un cessez-le-feu soit décidé dans les heures qui viennent. Dans ces conditions, la réunion du Conseil de sécurité à New York prenait un tout autre relief. Bruno Albin, commentaire. En l'état actuel de mes informations, le Conseil de sécurité travaillerait sur la base suivante. Le président du Conseil aurait reçu des mains de l'ambassadeur irakien aux Nations Unies un texte signé par le ministre irakien des Affaires étrangères Tariq Aziz, engageant son gouvernement au respect des 3 résolutions suivantes. Résolution 660 sur le retrait des troupes irakiennes du Koweït, 662 sur le renoncement irakien à toute forme de souveraineté sur le Koweït et 674 exigeant de l'Irak des réparations pour dommages de guerre. Le Conseil de sécurité devrait également entendre l'ambassadeur soviétique. Ce dernier aurait, paraît-il, reçu de son gouvernement transcription de certaines conversations qui se sont tenues récemment dans les dernières heures entre Bagdad et Moscou. En arrivant à l'ONU, l'ambassadeur irakien a parlé de l'acceptation par l'Irak des 12 résolutions du Conseil concernant la crise koweïtienne. Peut-être l'ambassadeur en évoquait-il la possibilité, sous condition de l'adoption d'un cessez-le-feu sur la base de l'acceptation par son pays des 3 résolutions dont nous venons de parler. Or, le Conseil de sécurité a adopté hier une attitude extrêmement ferme. Il exige une sorte de capitulation diplomatique de l'Irak et l'engagement de ce pays à se conformer à toutes les résolutions du Conseil avant d'envisager de parler d'un quelconque cessez-le-feu. Dans quelques instants, nous évoquerons la réaction de Washington, réaction de fermeté, vous le verrez. Même discours dans les états-majors en Arabie Saoudite pour les responsables de l'opération Tempête du désert. Les opérations continuent. Le général Schwarzkopf a d'ailleurs donné de nouveaux chiffres et de nouvelles précisions tout à l'heure. Nous aurons là encore, au bout du fil, je l'espère, car nous avons des petits problèmes de communication, vous l'avez prévu. Nous sommes un peu perdus dans les satellites. Il faut dire que nous ne sommes pas tout seuls. Nous aurons tout à l'heure la précision de Jacques Merlino. Dans l'immédiat, nous allons partir pour Bagdad. À Bagdad, on affirme aujourd'hui que les forces irakiennes ont achevé leur retrait du Koweït. Et un porte-parole militaire insiste d'ailleurs sur la résistance acharnée des soldats irakiens dans le sud du pays. Notre envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert, a recueilli quelques témoignages aujourd'hui dans les rues de Bagdad. Voici tout de suite son reportage. Bagdad, toujours partagé entre l'angoisse de nouveaux bombardements, les rumeurs de violents combats dans le sud et la volonté de survivre. Dans chaque maison, on guette le retour des soldats du front, frères, maris, fils, la plupart partis depuis 7 mois. Youssef Mohamed, retraité, attend son frère et son cousin, lieutenant et simple soldat, envoyés au Koweït dès le 10 août. Bien qu'il n'ait aucune nouvelle d'eux depuis plus d'1 mois, il refuse, devant nous, d'avouer son inquiétude. Ils combattent aujourd'hui ou pas, ils font leur devoir. C'est une chose normale pour eux. Même retenue chez toutes les familles que nous avons rencontrées. Dans les rues de ce quartier, personne ne critique devant les caméras la décision de quitter le Koweït. Le voisin de Mohamed a lui aussi son frère sur le front. Les troupes n'étaient pas obligées de quitter le Koweït. Elles ont obéi à un ordre du commandement militaire sous les directives du président Hussein pour revenir sur les frontières d'avant le 2 août. Moi, j'ai là-bas mon frère, mon fils, mon neveu et mes cousins. Est-ce que vous êtes inquiète? Bien sûr. Vous savez ce que c'est que le sentiment d'une mère. Pensez-vous qu'il va rentrer bientôt? Seul Dieu le sait. Il reviendra, grâce à Dieu, plus ou moins tôt, avec la paix. Malgré l'incertitude des jours prochains, il refuse d'accepter l'idée même d'une défaite. Loin du front, ici, on veut continuer à espérer. Oui, depuis ce reportage, Martine Laroche-Joubert, notre envoyé spécial en Irak, vient de nous passer un coup de téléphone pour nous dire que Bagdad était en ce moment sous les bombes, sous les bombardements de l'aviation alliée depuis quelques heures. Direction Riyad, en direct maintenant, le général Schwarzkopf a donné de nouveaux chiffres et de nouvelles précisions tout à l'heure au cours d'un point presse.
Jacques Merlino, vous êtes avec nous en direct de Riyad. Jacques ? Beaucoup de gens disent que l'objectif des États-Unis était d'envahir l'Irak et de causer de graves dommages à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, nous étions ici le 24 février. Nous étions à 220 km de Bagdad et il n'y avait personne entre nous et Bagdad. Si nous avions eu l'intention d'attaquer le pays, de le détruire, nous aurions pu le faire sans problème à ce moment-là. Le général Schwarzkopf, il y a donc quelques minutes, a dévoilé toute la stratégie de l'offensive terrestre. Nous y reviendrons en détail dès que l'illustration de cette stratégie sera prête. Mais à retenir l'habileté de l'offensive. Après avoir isolé le Koweït de l'Irak, le général Schwarzkopf a laissé croire qu'il préparait un énorme débarquement afin de maintenir sur la côte de nombreuses troupes irakiennes. Et dans la nuit, entre le 22 et le 24 février, il a déplacé dans le plus grand secret de très grandes quantités de troupes qui étaient basées à l'est de l'Arabie Saoudite pour les transférer à l'ouest et opérer ainsi ce mouvement d'encerclement qui lui assure la victoire. Ce soir, la bataille continue en Irak entre le 7e corps américain et la garde présidentielle. Une bataille de grande ampleur. Et le général Schwarzkopf semblait ce soir beaucoup plus préoccupé par cette bataille que par les dernières propositions de Saddam Hussein. Merci. Voyons tout de suite comment Washington a réagi à ce nouveau coup de théâtre signé Saddam Hussein. Apparemment, on est méfiant. Écoutez les premières réactions. L'ambassadeur d'Irak a dit à la presse qu'il acceptait les 12 résolutions de l'ONU. C'est la première fois que j'entends cela. C'est pourtant ce qu'il a dit. Ce court dialogue entre un journaliste et Margaret Tutwiler, porte-parole du département d'État, traduit bien une certaine confusion à Washington. Margaret Tutwiler, comme son collègue de la Maison-Blanche, s'en tiennent à une lettre officielle du ministre irakien des Affaires étrangères Tarek Aziz, rendue publique hier à la Maison-Blanche. Dans ce document, l'Irak rejetait 3 des 12 résolutions de l'ONU portant sur les sanctions économiques et financières, ainsi que sur l'embargo décidé contre l'Irak après l'invasion du Koweït. Oui. Apparemment, on est méfiant, Jacques Abouchard. Moi, j'irai plus loin, j'ai l'impression qu'on ne lit pas le même texte. Oui, en fait, si vous voulez, les Américains ont une position, encore une fois, relativement claire. Ils disent, nous, on lit la lettre, et noir sur blanc, dans cette lettre, il est dit qu'il y a un rejet. Il y a un rejet sur 3 résolutions qui portent sur des sanctions économiques, sur l'embargo, sur des sanctions financières, commerciales, donc qui avait été décidé après l'invasion du 2 août. Alors, ils ont d'un côté cette lettre, qui est un document officiel, adressé par le ministre des Affaires étrangères irakien, M. Tarek Aziz. Cette lettre a quand même un autre poids qu'une simple déclaration de l'ambassadeur d'Irak aux Nations Unies. Voilà sur quoi se fonde le rejet par les États-Unis de ce que vous appelez le nouveau coup de théâtre ou la nouvelle initiative irakienne. Alors Jacques, quelle serait la meilleure garantie pour les Américains ? Écoutez, la meilleure garantie serait probablement la plus simple, c'est-à-dire que soit Saddam Hussein proclame publiquement, il ne le fera pas à mon avis, il ne le fera pas, mais proclame publiquement « j'accepte sans condition et totalement les 12 résolutions des Nations Unies », soit que son ministre des Affaires étrangères, M. Tarek Aziz, envoie une lettre où il est dit très clairement aussi en 5 lignes, vous savez, ça peut être dit très rapidement, nous acceptons, le gouvernement irakien accepte toutes les résolutions des Nations Unies adoptées depuis le 3 août 1990. Point final. Et ça, on y croit aux États-Unis? Pas franchement, hein? Écoutez, aux États-Unis, on pense surtout que, étant donné le véritable rouleau compresseur des Alliés sur le plan militaire, la déroute qui est en train d'être infligée à l'armée irakienne, que Saddam Hussein cherche à sauver en catastrophe ce qui peut être encore sauvé, et tente une dernière manœuvre, une ultime volte-face aux Nations Unies, mais c'est vraiment un geste qui n'a aucun effet ici sur la Maison-Blanche.
Merci Jacques. Deux réflexions encore en marge des événements qui marquent la guerre du Golfe. Ce 27 février 91 restera marqué dans la mémoire de tous les Koweïtiens qui vivent en exil depuis 7 mois. En regardant les premières images aujourd'hui à la télévision, certains réfugiés n'ont pas caché leur tristesse et leur angoisse. Témoignage sur la Côte d'Azur, c'est un reportage de Valérie Hermite. Soigneusement enregistrés, Haïfa et son mari n'ont laissé passer aucune image de la libération du Koweït. Après les larmes de joie qu'ils ont versées ce matin, vient le temps du bilan que tous les Koweïtis redoutent. Aucune nouvelle de leur famille et la terrible appréhension du nombre de morts et de l'étendue des dégâts. Parce que cette destruction, ce n'est pas nécessaire. Je ne comprends pas le politique de cette dame de destruction. Pourquoi? C'était, comme il dit, le deuxième Provence. Pourquoi vous détruire? L'incompréhension et la peur de Saddam Hussein et une idée fixe qu'il soit jugé aux yeux du monde. Je préfère qu'elle ait été jugée tribunal mondial comme le jugement de Nuremberg. Définitivement, parce que tous ces crimes-là, qui paiera? Qui paiera pour ces gens-là? Il doit être lui et son régime. Une idée fixe, mais aussi un seul et unique désir, retourner au pays et reconstruire le Koweït. Et oui, effectivement, le Koweït est à peine libéré que l'on parle déjà de reconstruction du pays. Certains pays ont anticipé, c'est le cas des États-Unis, qui ont déjà signé, semble-t-il, près de 200 contrats. D'autres, comme la France et l'Angleterre, ont décidé de prendre date également. L'ambassadeur du Koweït en France, qui était l'invité du journal de 13 heures, a laissé entrevoir quelques possibilités. Écoutez-le. Tous ceux qui nous ont aidés, certainement, ils vont participer aussi dans la reconstruction de Koweït, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, ou même l'Union soviétique. Le ton des autorités koweïtiennes se veut rassurant. Il y aura des contrats pour tout le monde. Certes, les Américains se sont vus confier les travaux de première urgence pour que la ville, pillée, redevienne l'opulente vitrine d'avant-guerre. Déminage, déblaiement, restauration de l'industrie pétrolière. Mais la reconstruction ne s'arrête pas là, comme en témoigne le patron d'Indo-Suez de retour d'un voyage en Arabie Saoudite où il a rencontré la famille princière. Il y a tout le reste, c'est-à-dire la remise en état des infrastructures, les routes, les réseaux d'eau, les réseaux électriques, les réseaux de transport, les réseaux de communication. Et à ma connaissance, dans ce domaine, il n'y a pas eu vraiment de contrat déjà signé. Donc vous pensez que les Français peuvent encore être compétitifs? Je pense que les Français, qui ont dans beaucoup de ces domaines des positions fortes, un savoir-faire reconnu et une expérience de la région, du Moyen-Orient, doivent faire valoir ses compétences et essayer de passer des accords avec les Koweïtis. Le groupe Thomson est sur le point de signer un contrat pour remettre sur pied la télévision koweïtienne. Un coup de fouet pour cette entreprise fortement touchée par la crise. Les banques françaises, elles aussi, ont des dollars dans les yeux. Car pour financer une reconstruction qui va de l'ampoule électrique aux aéroports, une reconstruction estimée entre 200 et 500 milliards de francs, les Koweïtiens devront recourir à l'emprunt. Le Crédit Lyonnais, qui a une activité depuis longtemps au Koweït, a signé un accord vendredi dernier, le jour de l'attaque terrestre sur le Koweït, avec la Banque commerciale du Koweït, qui est une des principales banques du pays, pour mettre à sa disposition immédiatement près d'1 milliard de francs de trésorerie pour permettre à cette banque de recommencer immédiatement ses activités. Malgré l'avance prise par les Américains, les entreprises françaises sont donc plutôt optimistes. À partir du 9 mars, le ministre français du Commerce extérieur, Jean-Marie Roche, conduira une délégation dans l'Émirat. Au bout du compte, la France pourrait même gagner des points dans la course des investisseurs étrangers au Koweït avant